National, bonsoir. Bonsoir. Je vous donne la bienvenue à cette soirée, à cette rencontre. Et donc nous sommes un petit collectif qui, de façon assez spontanée, on s'est proposé d'inviter Philippe Moelle à Toulouse, ou plutôt de profiter de son passage à Toulouse. Et il habite Madrid, et voilà, il passait par Paris et Toulouse. Et pour l'inviter et faire avancer ce thème qui nous est cher de la non-violence active, on avait pensé à plein de choses, aller dans les bibliothèques, les endroits où se diffuse l'information, la FNAC, etc., les librairies. Et bon, voilà, chemin faisant, on a fait comme on a pu. On remercie le réseau des colibris, parce que nous nous sommes rapprochés d'eux pour raconter notre projet. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Vincent Dumonteil qui nous a permis d'avoir cet espace ici. On remercie Thérèse Néroux aussi qui nous a ouvert la possibilité de l'espace qu'on aura demain, qui est la Maison de la Citoyenneté à la Roseraie. Et voilà, donc on voulait un espace public, gratuit. Nous autofinançons cet événement. Donc on a mis un petit peu tardivement, mais je le dis quand même, une petite participation libre, mais nécessaire. On a quelques petits frais, voilà, de diffusion et autres. C'est libre, vous faites si vous le sentez comme vous le pouvez. Et voilà, donc Philippe Moelle rencontre le courant de l'humanisme universaliste à la fin de ses études, quand il faisait des études d'éducation, de sciences de l'éducation à Paris. Et depuis des années, en fait, il développe ce courant de pensée par différentes actions dans différents pays d'Afrique. Et dernièrement, il a passé 7 années au Chili et tout dernièrement, à Madrid. Maintenant qu'il est retraité, il peut pleinement se dédier à ce qui est le sens de sa vie. Voilà. Et nous sommes très contents de l'accueillir et nous espérons que cela donnera suite à d'autres, pas événements, mais une activité, en fait, commencer quelque chose à Toulouse. On ne sait pas de quelle façon. C'est le laboratoire de la non-violence active. Dans le laboratoire, il y a expérimenté. Donc c'est ça, ce à quoi nous nous préparons à expérimenter très librement dans notre milieu immédiat où nous vivons avec nos amis, au travail, à l'école, dans les facs, où nous nous trouvons. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Non, juste un petit mot peut-être sur le livre. Que récemment, en fait tout récemment, c'est cette semaine, il a reçu donc l'acceptation à l'UNESCO en fait. Donc l'UNESCO l'intègre dans sa bibliothèque. Donc on a le tampon UNESCO, c'est une grande... La nouvelle édition en fait sera, je ne sais pas si le terme c'est patronage de l'UNESCO. Donc c'est un grand thème et nous sommes touchés que ça soit reconnu à ce niveau. Ça vaut ce que ça vaut, mais pour nous, une reconnaissance internationale et institutionnelle, ça fait avancer les idées. Voilà. On est très contents. Merci. C'était une bonne soirée, une présentation, suivie d'échanges. On vous attend nombreux pour les échanges tout à l'heure. Merci. Merci. Merci Andrea et l'équipe qui a organisé, aussi le centre culturel ici, et puis votre présence. Je me demande si je prends le micro ou pas. Est-ce que vous m'entendez ou c'est mieux avec c'est mieux. Et ma voix ne porte pas. Donc je vais vous parler de ce livre qui récemment j'ai découvert que Edmond Husserl faisait une analogie entre le corps de l'autre et un livre.
il disait les deux sont chargés d'intention. Donc, quelle était mon intention au départ? Je me suis demandé quelle était l'intention, pourquoi j'ai écrit ce livre. Au départ, je veux dire que je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un bouquin. Et puis, en rentrant du Chili, je l'ai donné à différents éditeurs, et l'Harmattan m'a dit ça nous intéresse. Donc, depuis, je suis condamné à aller de ville en ville. Donc, en fait, cette motivation à écrire ce bouquin, c'est un rêve que probablement on a tous ici, de voir enfin cette société s'orienter dans une direction différente de celle qui est violente aujourd'hui. Et puis aussi, en fait, ça m'intéressait personnellement d'aller à la racine de ma propre violence et de comprendre ce qu'il y a dans le monde. Et d'ailleurs, la petite phrase que l'on ne voit pas, parce que c'est en noir ici, qui dit « Lorsqu'il se libère de la violence, l'être humain peut prendre son envol ». Très rapidement, ça m'est venu cette phrase qui correspond à cette recherche que j'ai faite. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre, et puis un peu plus en me concentrant sur le thème de la conscience. Alors, pour commencer, je présente ici une série d'illustres personnages, connus ou moins, qui ont opiné ou quelquefois agi fortement pour la non-violence et qui apparaissent dans le bouquin, sous forme de citations qui complémentent les témoignages en fait, que je fais dans cet essai. Et par exemple, vous avez un personnage qui a écrit Fondation, qui en principe n'est pas non-violent, mais si on voit bien ses images, il disait par exemple la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Moi ça m'a fait tilt quand j'ai vu ça, parce que je me rappelais depuis le départ mon action militante et je me rendais compte que beaucoup même des amis que j'avais qui avaient choisi le chemin de la violence, le faisaient souvent par rage, par dépit, parce qu'ils étaient sans solution. Et donc, ce maître de l'imagination qui disent que la violence c'est le refuge de l'incompétence, c'est quand même très fort. Parce que pour moi, c'est effectivement un manque d'imagination de la part du violent. Ils répètent toujours le même schéma. Ils n'en sortent pas comme on sait. Il y a un autre, on ne va pas les voir tous, hein, c'est juste à titre d'illustration. Martin Luther King, bien sûr, hein, c'est lui qui disait « Chacun a la liberté morale de désobéir aux lois injustes ». Et bon, chacun peut méditer. Hein. J'ai fait un atelier, par exemple, où je propose simplement les phrases et travailler par petits groupes sur les phrases et chacun développe et voit ce que ça lui évoque, Nietzsche, qui dit quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir monstre soi-même. Et effectivement, quand on risque soi-même de devenir violent, hein, il y a beaucoup de cas dans les institutions. Et le dernier exemple que je donne de citation, c'est René Girard qui disait que quand on laisse la violence déchaîner, c'est le hasard qui, en fin de compte, qui règle le conflit. Alors, voilà une illustration qui synthétise en fait, tout le travail que j'ai fait. Vous voyez ici, il y a une première spirale noire et je me suis mis à chercher quelles étaient les racines de ma violence. Et pour ça, j'ai donc pris ce chemin,
Et je me suis rendu compte que la racine qui est là, quand on commence à travailler, on ne la voit pas, parce qu'il y a des parois, effectivement. Ça veut dire que c'est un chemin à parcourir pour arriver à comprendre d'où ça vient, ces répétitions, cette addiction éventuellement à la violence. Et curieusement, au fur et à mesure où j'écrivais et je travaillais sur cette addiction, sur cette violence, une autre spirale, la blanche ici, se mettait en marche dans l'autre sens pour sortir de la violence. Et ça résume parfaitement le livre. Je pourrais carrément m'arrêter ici. Et un ami qui est illustrateur, qui habite dans la région, d'ailleurs, Robert Nacheli, a rajouté le phénix, enfin une sorte de phénix qui, comme vous le savez, lui se brûlait lui-même intentionnellement pour renaître de ses propres cendres. Quand il sentait qu'il devenait trop vieux et qu'il avait déjà fait le tour de quelque chose, il se brûle. Enfin, c'est une superbe allégorie de la vie, en fait. Voilà. Alors, les photos, oui, d'accord, on a vu ça, la spirale. Dans le préambule, dans la préface, disons, j'ai écrit quelques récits personnels, parce qu'il me semblait que c'était important de me situer au niveau du lecteur et de dire que moi aussi je suis concerné par la violence. Ce n'est pas un écrit vu de haut en disant à l'autre, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et par exemple, je peux vous lire un des récits très bref, c'est un petit paragraphe, qui donne le ton et qui permet, à mon sens, au lecteur de s'identifier et de faire appel à ses propres sensations et registres et expériences qu'il a par rapport à se connecter, disons. Donc, à la même époque, puisqu'il y a une histoire avant, c'était quand j'avais 16 ans, à peu près, je suis confronté à la violence directement subordonnée à la discrimination. Des camarades de collège me font une invitation spéciale. Aller dans un quartier précis de la ville pour y débusquer des homosexuels et les rouer de coups. Abasourdi et envahi par le dégoût, je rejette l'invitation. Cela ne fait pas de moi un héros, mais refuser d'obtempérer à la pression du groupe répugnant m'empêche d'être un lâche. Peu de temps après, lorsque je lis Masque de chair, du belge Maxence Andermers, dans lequel l'auteur évoque ses pratiques écœurantes, je grave à tout jamais en moi une profonde solidarité vis-à-vis des homosexuels. Cette expérience fut déterminante par la suite dans ma lutte contre toutes les formes de discrimination. Voilà. Chacun, je crois, d'entre nous a une multitude d'expériences de violence dans son propre parcours. Donc, mes sources, mes racines de travail, c'est bien sûr les notes de psychologie de Silo, c'est Autolibération, et puis c'est les expériences en Afrique, en France, avec des groupes de travail autour de la non-violence qui, en faisant un écrit, ont ressurgi et qui m'ont permis de faire ce travail qui n'est pas un travail sociologique. Vous savez, on parle par exemple de la notion de monde-homme, où en sociologie on essaye d'interpréter, d'analyser ce qui se passe dans le monde au niveau de la violence pour en tirer des conclusions au niveau personnel. Ce n'est pas cette démarche que j'ai suivie, ce n'est pas l'inverse non plus, celle des existentialistes qui partent de l'homme pour comprendre le monde. Ce n'est pas non plus celle de la phénoménologie qui part du monde à la conscience. Mais c'est l'inverse. La démarche que j'ai suivie, c'est celle de la conscience-monde. La différence avec la phénoménologie est très étroite, dans le sens où la phénoménologie dit que le monde est donné à l'homme. Et dans le travail que je présente, la conscience va dans le monde dans le but de le transformer. C'est cette position
de fond que j'ai adoptées dans ce travail. Bien sûr, il y a différents. Avant de parler du thème de l'inconscience, je vais vous parler rapidement, en 2-3 mots, des chapitres. Tout d'abord, je commence à parler de quelques précisions sur la violence et la non-violence, tout ce qui permet de justifier, de légitimer la violence et de discréditer la non-violence. C'est un premier travail de groupe à faire dans des ateliers assez considérables, parce que là, on en est encore là. On ne parle pratiquement pas de non-violence, en fait. On parle beaucoup de violence, mais la non-violence n'existe pas, à mon sens. Pourtant, ce sont les deux faces d'une même pièce. Quand il y a violence, si on réfléchit bien, il y a systématiquement aussi possibilité de non-violence. Mais bon, on n'a pas pour l'instant acquis cette gymnastique de voir que quand il y a violence, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles pourraient être les réponses. Après, il y a un chapitre dédié aux mécanismes plus internes, plus profonds, qui font ressurgir ou surgir la violence en soi-même et autour de soi. Et puis enfin, la projection de la violence et de la non-violence dans le monde, en mettant essentiellement l'accent sur la violence économique, qui est quand même la mère des différentes violences que l'on subit aujourd'hui. Parce que si on voit bien, si on regarde bien la violence religieuse, sexuelle, institutionnelle, elles dérivent tous d'un problème économique. Et la violence institutionnelle, celle qui fait que des hommes pensent à des lois pour pouvoir faire en sorte qu'il soit appliqué la violence légalement. Bon, enfin, je développe ça dans le livre, bien sûr. Mais le cœur de l'ouvrage, du livre, c'est la conscience. Et effectivement, aujourd'hui, on parle on parle plus d'inconscient que de conscience. Quand on parle de conscience, en fait, c'est souvent comme un œil ou un phare qui nous observe, quelquefois qui nous fait peur, et qui nous dit ce qu'il faut faire ou pas faire, mais c'est assez passif. Et le premier philosophe qui a parlé de conscience active, que je vais développer un peu plus tard, c'était un Autrichien qui s'appelait Brentano, Franz Brentano, au début du XIXe siècle, à Vienne. Et très curieusement, il avait parmi tous ses étudiants deux personnages qui allaient devenir très importants au niveau de la philosophie. L'un, c'est Edmund Husserl, qui travailla la phénoménologie et l'intentionnalité de la conscience, qui est le thème que je vais développer, présenter tout au moins. Et l'autre, sûrement qu'il était bien souvent à côté de lui sur les bancs dans la fac, ça a développé, lui, le chemin de la conscience, et c'était Sigmund Freud. C'est quand même extraordinaire qu'ils avaient quasiment le même âge, les mêmes origines, nés et morts quasiment en même temps, mais ayant ouvert deux voies complètement divergentes, différentes, disons. Voilà, alors je vais vous présenter un schéma. C'est un schéma, donc ça ne peut pas représenter exactement la réalité. En plus, ça demanderait à être encore développé, mais ici, je vous montre le schéma du psychisme humain pour expliquer le thème de la violence et de la non-violence. En disant que nous disposons de sens, d'une mémoire, d'une conscience et de centres de réponse qui permettent d'agir et de donner des réponses dans le monde. Les sens reçoivent, captent les stimuli qui proviennent du monde. Cette information, elle est transmise à la mémoire et simultanément à la conscience. Et la conscience mouline tout ça et va transmettre sous forme d'images, c'est un thème très important en psychologie d'image, des images qui vont permettre
de donner une réponse dans le monde. Ou réponse en soi-même. Par exemple, ne rien dire ou réfléchir, c'est une réponse, ou somatiser, c'est une réponse qui va plus dedans. Ça, c'est la base du fonctionnement simple. Ça se complexifie parce que nos appareils disposent de contenu et d'un certain état. Voyons par exemple les sens. Vous savez qu'il y a 5 sens, vous les connaissez, mais il y a aussi 2 sens qu'on connaît moins, qui est le sens synesthésique, ce que je sens qui est dedans, j'ai mal au foie, je ne peux pas dire que c'est un sens que je capte au toucher par exemple, non, c'est une sensation interne, et la kinesthésie qui est le registre ou la sensation du mouvement. On n'a pas l'habitude d'en parler, ceci dit, elles ont une importance fondamentale. Et la kinesthésie, pendant longtemps, j'avais du mal à la capter, parce qu'on bouge, c'est le mouvement du corps dans l'espace. Mais souvent, on ne se rend même pas compte de notre corps. On vit presque mécaniquement. Et quand je suis arrivé au Chili en 2010, le premier mois, j'ai eu la curiosité de vivre le premier tremblement de terre de ma vie, qui était presque à 9 sur les chaînes de Richter, donc tout bougeait, y compris moi. Donc là, je me suis rendu compte comment le corps, le registre de la sensation du corps en mouvement. Bon, ces sens, je vais développer après, dispose d'un état. La mémoire, elle est personnelle, elle est aussi collective, évidemment. La conscience, elle est personnelle, mais elle est collective. Personnellement, vous ne connaissez pas Blackie, qui est mon petit chien de l'époque. Par contre, vous connaissez le premier pas sur la Lune, c'est commun à nous tous. Et les centres de réponse, déjà Hippocrate avait catalogué des centres types de réponses qui sont extrêmement complexes. Ça mérite en soi, chaque appareil ici mérite le développement dans un atelier, évidemment. Donc Hippocrate parlait déjà du sanguin, du bilieux, etc. Ici, on a simplifié dans un langage plus adapté aujourd'hui, le centre végétatif, moteur, émotif et intellectuel. Le problème, c'est que les sens peuvent être dans un certain état, des fois, qui ne fonctionne pas très bien. J'ai un manque d'audition, j'ai des douleurs, etc., des difficultés à respirer. Ça peut être un facteur, je ne dis pas que c'est ça qui crée la violence, mais ça peut être un facteur qui va être l'embryon d'une difficulté de relation. Si je te dis rouge et que tu vois vert, bon, ça peut compliquer. Et puis il y a les contenus. Les contenus au niveau des sens, c'est très lié au désir, aux instincts. Les instincts, bon, juste la parenthèse, on a essayé de détecter au niveau des biologistes et des généticiens depuis une trentaine d'années s'il y avait un gène de la violence. Il n'y en a pas. Ça s'apprend. Bien sûr, et ils ont découvert quand même le gène de l'agressivité, qui est celui des animaux, et qui est lié à l'instinct de conservation de l'espèce. Mais ne me dites pas qu'un homme qui bat sa femme ou qu'un type qui exploite ses employés le fait par instinct de conservation de l'espèce. Donc, après, la mémoire, elle a un certain état qui peut être aussi problématique. Si avec le temps, par exemple, j'ai des troubles ou de l'amnésie, ça peut être un facteur qui va générer dans mes relations avec l'autre des difficultés. Et puis, là, ça se complique, c'est le contenu. Les contenus que j'ai accumulés avec le temps, les expériences douloureuses, les frustrations, les échecs, les peurs, etc., que tout le monde vit, a vécu, et qui sont là, quelque part, dans la mémoire. La conscience, elle,
on constate que quelquefois une personne est dans un état global qui l'a complètement envahi, de ressentiment, de peur, de fuite, d'injustice. Et c'est très curieux, hein. On rencontre un ami et on voit que quelque temps après, il est toujours dans cet état, il est toujours pris, envahi par un état qui domine l'ensemble de son existence. Ou, si ce n'est pas le cas, des fois c'est pendant quelques jours on peut être envahi par une peur, ou par un état particulier. Et même dans des situations très ponctuelles, je rentre dans le métro, une personne m'agresse, très curieusement on constate que dans ce cas-là, la conscience, elle se fige dans un état particulier. Je ne suis plus capable de réfléchir, de sentir, de faire quoi que ce soit. Par exemple, pour moi, c'est fuir. Il n'y a que ça qui compte. Ou la colère. Enfin, selon l'état dans lequel se trouve ma conscience, dans une situation imprévue, je vais donner une réponse qui va correspondre. C'est pour ça que l'état dans lequel on est, avant que se produisent les événements, est fondamental. Et le contenu de la conscience qui est là, qui sommeille, ben, c'est celui qui s'accumule aussi avec le temps, bien sûr, nos croyances, nos valeurs, nos a priori, et puis les projets aussi, les projets qui font que je veux absolument réaliser telle et telle chose, si ou si, oui ou oui, comme on dit ici plutôt. Et donc ces contenus peuvent conduire un certain comportement que je vais avoir violent. Si j'ai comme croyance que toutes les personnes de telle culture sont violents, voilà, j'ai un certain regard et c'est un a priori qui va me conduire à un certain comportement avec ces personnes. Là, c'est schématique, évidemment. Ça mérite de faire des ateliers, comme je disais, sur chacun des aspects. Et enfin, les centres de réponse. Nos centres sont dans un certain... J'ai des habitudes, plutôt, de réponse dans le monde. Si je me fâche avec mon couple, j'ai une tendance à somatiser, par exemple. C'est une tendance que j'ai développée. Ou j'ai tendance dans des problèmes avec les autres, à faire du chantage émotif ou à rentrer dans des colères passionnelles. Chacun dispose d'éléments comme ça, de types de réponses standardisées avec le temps. À voir dans un atelier si c'est vrai et quoi. Et le contenu, ce sont les modèles de réponse effectivement qui existent dans la société, où il faut, dans telle situation, dire ça, pas dire ceci, agir de telle façon, etc. Donc, vous voyez que tout ça conditionne énormément déjà notre situation quotidienne, où on a tous ces éléments en soi. Et par rapport à ça, on parle notamment des 3 voies de la souffrance, celle du présent, du passé, du futur. Le passé, la mémoire, bien sûr, de l'imagination par rapport à la conscience, et le présent. Alors, maintenant, voyons voir qu'est-ce qui se passe face à une violence. Une violence qui peut venir de propres souvenirs que j'ai, qui tout à coup apparaissent. Je sens, hein, c'est la synesthésie là justement, je sens tout à coup une oppression, un souvenir qui me vient, qui me tombe dessus, je ne sais pas pourquoi, ou directement une violence qui vient de l'extérieur. Cette situation va suivre exactement le même parcours que l'on a vu auparavant, c'est-à-dire que, il y a aussi une autre possibilité, c'est que la conscience, fâchée par exemple ou en colère, va directement envoyer une réponse dans le monde violente.